La vie infernale par Émile Gaboriau. Partie 2 du livre audio, chapitre 3 du tome 1. Monsieur Fortunat venait à peine de partir pour son expédition au Garni Modèle lorsque le marquis de Valorcey s'était présenté chez lui. « Monsieur est sorti, » répondit la Dodelin qui était allée ouvrir. « Vous devez vous tromper, ma bonne. »« Oh non, et même monsieur a dit que vous l'espériez. »« Allons, soit. » Fidèle aux ordres qu'elle avait reçus, la servante conduisit le visiteur dans le salon, alluma les bougies d'un candélabre et se retira. « C'est prodigieux, » grommelait le marquis. « Monsieur Fortunat se fait désirer. Monsieur Fortunat se fait attendre. Enfin. » Il sortit un journal de sa poche, s'allongea sur un fauteuil et attendit. Par son nom, sa fortune, ses habitudes et ses goûts, le marquis de Valorcey appartenait à cette aristocratie, non sans alliage, du plaisir et de la vanité, qui, pour exprimer des mœurs nouvelles, a créé un vocable nouveau, la haute vie. Le cercle, le bois, les courses, les premières représentations, la chasse en automne, l'été les eaux, une maîtresse, son tailleur, ses relations du monde, ses chevaux, emplissaient les journées du marquis de Valorcey de leurs frivoles soucis. Courir en personne un steeple-chase lui paraissait une prouesse digne de ses aïeux, et quand il passait et repassait devant les tribunes, en tenue de jockey, avec ses bottes à revers et sa casaque amarante, il croyait lire l'admiration dans tous les yeux. C'était là, comme le fond banal de son existence, d'où se détachaient quelques épisodes saillants. 2 duels, une femme enlevée, une séance de 26 heures au jeu, une chute à la marche qui mit ses jours en danger. Tant d'avantages le rehaussaient considérablement dans l'estime de ses amis et lui avaient valu une célébrité dont il n'était pas médiocrement fier. Les chroniqueurs usaient et abusaient de ses initiales, et dès qu'il quittait Paris, les journaux du sport ne manquaient jamais de signaler son départ, à l'article « Villégiature et déplacement ». Le malheur est que cette vie d'oisiveté affairée a ses fatigues et ses accidents. Monsieur de Valorcey en était la preuve vivante. Il n'avait que 33 ans et il en paraissait pour le moins 40, en dépit de soins excessifs. Les rides lui venaient et tout l'art de son valet de chambre ne dissimulait qu'à grand-peine et mal les places vides de son crâne. De sa chute à la marche, il lui était resté à la jambe droite une certaine roideur qui tournait à la claudication dès que le temps se mettait à la pluie. Toute sa personne, enfin, annonçait une lassitude prématurée, de même que ses yeux, lorsqu'il cessait de les surveiller, trahissaient le dégoût de tout, l'abus, la satiété. Il avait encore grand air malgré cela, une distinction innée que rien n'avait altérée, et ses façons hautaines qui annoncent l'estime exagérée de soi et l'habitude de commander des inférieurs. 11 heures sonnèrent à la pendule du salon de Monsieur Fortunat. Le marquis de Valorcey se dressa en jurant. « Ceci devient trop fort !» grommela-t-il. « Ce drôle se moque de moi, décidément !» Il cherchait des yeux une sonnette. Il n'en aperçut pas, et il en fut réduit, lui, à entrebâiller une porte et à appeler. La Dodelin parut. « Monsieur a dit qu'il serait ici à minuit, » répondit-elle à toutes les questions du marquis. « Donc il y sera. Il n'a pas son pareil pour l'exactitude. Que monsieur patiente encore un petit moment. »« Soit, patientons. Mais alors, ma bonne, allumez-moi du feu. J'ai les pieds gelés. » Il est de fait que le salon de Monsieur Fortunat, presque toujours fermé, était humide et froid comme une glacière. Et, pour comble, Monsieur de Valorcey était en habit, avec un pardessus très léger. La servante hésita une seconde, trouvant que ce visiteur était bien sans gêne, et agissait comme chez lui. Pourtant, elle obéit. « Évidemment, pensait le marquis, je devrais me retirer, oui, je le devrais. » Il resta cependant.
la nécessité mata les révoltes de son orgueil. Orphelin de bonheur, maître sans contrôle à 23 ans d'un patrimoine immense, M. de Valençay était entré dans la vie comme un affamé dans une salle à manger. Son nom lui donnant droit à une bonne place, il s'installa, les 2 coudes sur la table, sans demander combien coûtait le banquet. C'était cher, il s'en aperçut à la fin de la première année en constatant qu'il avait de beaucoup dépassé ses revenus. Il était clair que s'il continuait ainsi, chaque année creuserait un abîme où s'engloutirait à la fin toute la fortune que lui avait laissée son père, plus de 160 000 livres de rente. Mais il avait bien le temps, vraiment, de songer à ces choses lointaines et mesquines. Et d'ailleurs, il avait eu tant de succès et de satisfaction de tout genre, pour son argent, qu'il ne le regrettait pas. Il possédait des propriétés princières, il trouva des prêteurs qui furent trop heureux de lui offrir tout ce qu'ils avaient de capitaux contre bonne hypothèque, bien entendu. Il emprunta timidement d'abord, puis plus hardiment, lorsqu'il reconnut combien peu de chose est une hypothèque. On n'en est ni plus ni moins le maître chez soi. D'ailleurs, ses besoins grandissaient incessamment, comme sa vanité. Placé à une certaine hauteur dans l'opinion de son monde, il ne voulait pas déchoir, et ce lui était une raison de faire une certaine folie chaque année, parce qu'il l'avait faite l'année précédente. Son écurie seule lui coûtait plus de 50 000 francs par an. D'intérêts, il n'en payait pas, on ne les lui réclamait pas. Il oubliait sans doute qu'ils s'accumulaient lentement, mais continuellement, qu'ils s'enflaient à chaque échéance, qu'ils produisaient eux-mêmes, et qu'au bout d'un certain nombre d'années, le capital de sa dette serait doublé. Sur la fin, il ne comptait même plus. Il ignorait absolument où en étaient ses affaires. Il en était arrivé à se croire des ressources inépuisables. Il le crut jusqu'au jour où, étant allé chez son notaire chercher des fonds, ce notaire lui répondit froidement « Vous me demandiez 100 000 francs, monsieur le marquis. Je n'ai pu vous en procurer que 50 000. Les voici. Et n'espérez plus rien. Tous vos immeubles sont grevés au-delà de leur valeur. Ainsi, c'est fini. Vos créanciers vous laisseront sans doute tranquille 1 an encore. C'est leur intérêt. Mais ce délai écoulé, ils vous exproprieront. C'est leur droit. » Il eut un sourire discret, un sourire d'officier ministériel, et ajouta « Moi, à votre place, monsieur le marquis, je mettrais à profit cette année de répit. Vous comprenez sans doute ce que je veux dire. J'ai bien l'honneur de vous saluer. » Quel réveil! Après un rêve splendide de plus de 10 années. M. de Valençay en demeura comme écrasé, et pendant 2 jours, il resta enfermé chez lui, refusant obstinément de recevoir personne. « Monsieur le marquis est malade, » répondait son valet de chambre au visiteur. Il lui avait fallu ce temps pour se remettre, pour en venir surtout à oser envisager bien en face et froidement sa situation. Elle était épouvantable, car sa ruine était complète, absolue. Pas une épave ne devait échapper au désastre. Que devenir? Que faire? Il avait beau se tâter, il se trouvait incapable de rien entreprendre, de rien sentir. Tout ce que la nature lui avait départi d'énergie, il l'avait gaspillé au service de sa vanité. Plus jeune, il eût pu se faire soldat, il n'eût pas été le premier, il serait allé en Afrique. Mais il n'avait même pas cette ressource. C'est alors que le sourire de son notaire, comme une lueur dans les ténèbres, lui revint à la mémoire. « Décidément, murmura-t-il, son conseil était bon. Tout n'est pas perdu et une issue nous reste encore. Un mariage. Pourquoi ne se marierait-il pas, en effet, et richement? Rien n'avait transpiré de son désastre, et il avait encore pour 1 an tous les prestiges de la fortune. Son nom seul était un apport considérable. Ce serait bien le diable s'il ne découvrait pas dans la banque ou dans le haut commerce quelque héritière dévorée de l'ambition d'avoir sur ses voitures une couronne de marquise. Ce parti arrêté et mûri, M. de Valençay s'était mis en quête, et bientôt il crut avoir trouvé. Mais ce n'était pas tout. Les donneurs de grosses dots sont défiants. Ils aiment avoir clair dans la situation des épouseurs qui se présentent. Ils vont aux informations, quelquefois.
Avant de s'engager, M. de Valençay comprit qu'un homme d'affaires intelligent et dévoué lui devenait indispensable. N'allait-il pas falloir tenir les créanciers en haleine, leur imposer silence, obtenir d'eux des concessions, les intéresser, en un mot, au succès ? C'est avec ces idées que M. de Valençay se rendit chez son notaire, espérant peut-être son concours. Il le refusa net, d'un ton rogue, déclarant qu'il ne pouvait se mêler de tels tripotages, et que les lui proposer était presque une insulte. Puis, touché sans doute du désespoir de son client, « Mais je puis, ajouta-t-il, vous indiquer l'homme qu'il vous faut. Allez trouver monsieur Isidore Fortunat, 27 place de la Bourse. Si vous parvenez à l'intéresser à votre mariage, il est fait. » Voilà, en gros, comment et à la suite de quelles circonstances le brillant marquis de Valençay était entré en relation avec monsieur Isidore Fortunat. D'un coup d'œil perspicace, dès la première visite, il jaugea l'homme. Il le vit tel qu'il le souhaitait, prudent et hardi tout ensemble, fertile en expédients, passé maître dans l'art de glisser sans accroc entre les mailles de la loi, avide enfin et peu tourmenté de scrupules. Avec un tel conseiller, masquer 6 mois un désastre et duper le beau-père le plus défiant devait n'être qu'un jeu. Aussi, M. de Valençay n'eut-il pas une minute d'indécision. Il exposa franchement sa situation financière et ses espérances matrimoniales, et conclut en promettant tant pour cent sur la dot le lendemain de son mariage. Séance tenante, un traité fut signé, et dès le lendemain, M. Fortunat prenait en main les intérêts de l'honorable gentilhomme. De quel cœur il s'y donna, et avec quelle foi au succès. Un seul fait le dit. Il avait avancé, de sa poche, 40 000 francs à son client. Après cela, le marquis eut eu mauvaise grâce à n'être pas satisfait de son conseiller. Il en était d'autant plus enchanté que cet habile homme, en toute occasion, lui témoignait une déférence respectueuse jusqu'à la servilité. Aux yeux de M. de Valençay, ce point était capital, car il devenait plus arrogant et plus susceptible à mesure qu'il avait moins le droit de l'être. Honteux au-dedans de lui-même et profondément humilié des tripotages avilissants auxquels il descendait, il s'en vengeait en accablant son complice de sa supériorité imaginaire et de ses dédains de grand seigneur. Selon son humeur, bonne ou mauvaise, il l'appelait « cher arabe » ou « mons Fortunat » et, le plus souvent, « maître 20%. Et l'autre n'en gardait pas moins son sourire obséquieux sur les lèvres, bien capable, par exemple, de porter tout cela sur sa note de frais à l'article « divers ». Mais précisément, la constante soumission de M. Fortunat faisait paraître son absence plus extraordinaire. Un tel oubli des plus vulgaires convenances ne se concevait pas de la part d'un homme si poli. De sorte que, peu à peu, le marquis de Valençay passait de la colère à l'inquiétude. « Serait-il survenu quelque chose ?» pensait-il. « C'est que les aiguilles de la pendule marchaient toujours. Minuit était sonné depuis un moment déjà. » Le marquis délibérait s'il se retirerait ou non à la demi, quand il entendit le grincement d'une clé dans la serrure de la porte extérieure, puis des pas rapides dans le corridor. « Enfin, le voici !» murmura-t-il avec un soupir de satisfaction. Il s'attendait à le voir paraître aussitôt, mais point. Peu soucieux de s'exhiber sous le costume qu'il avait endossé pour suivre Chupin, M. Fortunat avait couru à sa chambre à coucher reprendre ses vêtements ordinaires. Il avait besoin, en outre, de songer à la conduite à tenir et à ce qu'il dirait. Si M. de Valençay, comme c'était probable, ignorait l'accident du comte de Chalus, fallait-il le lui apprendre ? M. Fortunat se dit que non, prévoyant avec raison que cela soulèverait une discussion capable d'amener une rupture. Or, il ne voulait rompre qu'à bon escient, et seulement quand il serait bien sûr de la mort du comte. De son côté, M. de Valençay réfléchissait, un peu tard, qu'il avait eu bien tort de patienter pendant 3 mortelles heures. Était-ce digne de lui ? Ne s'était-il pas manqué gravement à lui-même ? Puis, encore,
M. Fortunat ne mesurerait-il pas à cette circonstance, qui était un aveu, l'importance de ses services et l'urgence des besoins de son client? N'en deviendrait-il pas plus exigeant et plus dur? Très certainement, si le marquis eût pu s'esquiver sans bruit, il l'eût fait, mais c'était impossible. Alors il eut recours à un stratagème qui lui parut sauver sa dignité compromise. Il se tassa dans son fauteuil, ferma les yeux et parut dormir. Et quand M. Fortunat entra dans le salon, il se dressa brusquement, comme un homme réveillé en sursaut, se frottant les yeux en disant « Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Par ma foi, je m'étais bel et bien endormi. » Mais l'autre ne fut pas dupe. Il avait fort bien remarqué à terre un journal qui, tout froissé et tout déchiré, trahissait la colère d'une longue attente. « Ah, ça !» continuait le marquis. « Quelle heure est-il ? 00:30. Et c'est maintenant que vous arrivez à un rendez-vous assigné pour 10 heures. Ceci passe la permission, mons Fortunat, et vous en prenez par trop à votre aise avec moi. Savez-vous que ma voiture est en bas, par le temps qu'il fait, depuis 9h30, et que mes chevaux en ont peut-être attrapé une fluxion de poitrine, un attelage de 600 louis. » M. Fortunat tendait à cet orage un dos plein d'humilité. « Il faut m'excuser, monsieur le marquis, fit-il. Si je suis resté dehors si tard contre mes habitudes, c'est uniquement pour vos affaires. Pardieu, il ne manquerait plus que c'eût été pour les vôtres. » Et, satisfait de cette plaisanterie, il ajouta « Eh bien, où en sommes-nous ? De mon côté, tout marche à souhait. » Le marquis avait repris sa place au coin de la cheminée et tisonnait le feu d'un air d'insouciance très noble à coup sûr, mais assez mal joué. « Je vous écoute, dit-il simplement. « En ce cas, monsieur le marquis, répondit M. Fortunat, voici le fait en 2 mots sans détail. Grâce à un expédient imaginé par moi, nous obtiendrons pour 24 heures la main levée de toutes les inscriptions qui grèvent vos biens. Nous prendrons adroitement nos mesures, et ce jour-là même, nous demanderons un état au conservateur. Cet état, naturellement, certifiera que vos propriétés sont libres d'hypothèque. Vous le montrerez à M. de Chalus, et tous ses doutes, s'il en a, seront levés. L'expédient, du reste, est simple. Le difficile était de trouver les fonds, mais je les aurai chez un coulissier de mes amis. Tous vos créanciers, sauf 2, se prêtent admirablement à cette petite manœuvre. J'ai leur consentement. Par exemple, ce sera cher. Il vous en coûtera 26 000 francs environ de commissions et de frais. » M. de Valorcet eut un mouvement de joie si vif qu'il ne put s'empêcher de battre des mains. « Alors, l'affaire est dans le sac !» s'écria-t-il. « Avant 1 mois, mademoiselle Marguerite sera marquise de Valorcet, et j'aurai de nouveau 100 000 livres de rente. » Puis, ayant surpris le geste de M. Fortunat, qui n'avait pu se retenir de hocher gravement la tête, « Ah, vous doutez, reprit-il. Eh bien, à votre tour, écoutez-moi. Hier, j'ai eu une conférence de 2 heures avec le comte de Chalus, et tout a été convenu et arrêté. Nous avons échangé notre parole, mettre 20%. Le comte fait royalement les choses. Il donne à mademoiselle Marguerite 2 millions. 2 millions, fit l'autre comme un écho. Oui, cher arabe, ni plus ni moins. Seulement, pour des raisons particulières et qu'il ne m'a pas dites, le comte tient à ce qu'il ne soit porté que 200 000 francs au contrat. Le reste, 1800 000 livres, s'il vous plaît, me sera remis de la main à la main, sans reçu, avant la mairie. Ma parole d'honneur, je trouve cela charmant. Et vous ? M. Fortunat ne répondit pas. La gaieté expansive de M. de Valorcet, loin de le dérider, l'attristait. « Toi, pensait-il, tu chanterais moins haut. Si tu savais qu'à l'heure qu'il est, le comte a peut-être rendu l'âme, et que très probablement mademoiselle Marguerite n'a plus que ses beaux yeux pour pleurer ses millions. » Mais le brillant gentilhomme ne soupçonnait pas cela, car il continuait, répondant plutôt aux objections de son esprit qu'à M. Fortunat. « Vous me direz peut-être qu'il est singulier que moi, Ange-Marie Robert d'Albon, marquis de Valorcet, j'épouse une fille qui ne connaît ni père ni mère et qui s'appelle Marguerite tout court.
De ce côté-là, c'est vrai, l'union n'est pas positivement brillante. Enfin, comme il sera notoire qu'elle n'a eu en dot que 200 000 francs, on ne m'accusera pas d'avoir battu monnaie avec mon nom. J'aurai l'air, tout au contraire, d'avoir fait un mariage d'amour. Cela me rajeunira. » Cependant, il s'interrompit, irrité de la froideur obstinée de M. Fortunat. « Savez-vous, maître 20%, dit-il, qu'à voir votre mine allongée, on jurerait que vous doutez du succès. »« Il faut toujours douter, » répondit philosophiquement l'homme d'affaires. Le marquis haussa les épaules. « Même quand on a triomphé de tous les obstacles ?» demanda-t-il d'un ton goguenard. « Mon Dieu, oui. Que manque-t-il, cependant, pour que ce mariage soit autant dire conclu ? Le consentement de mademoiselle Marguerite, monsieur le marquis. » Ce fut comme une douche d'eau glacée tombant sur la joie de monsieur de Valençay. Un frisson nerveux le secoua, il devint livide, et d'une voix sourde. « Je l'aurai, répondit-il. J'en suis sûr, maintenant. » On ne pouvait pas dire que M. Fortunat fût en colère. Ces gens froids et lisses comme une pièce de 100 sous n'ont point de passions inutiles. Mais il était singulièrement agacé d'entendre son client sonner sottement les fanfares de la victoire, pendant qu'il était réduit, lui, à dissimuler au fond de son cœur le deuil douloureux de ses 40 000 francs. Aussi, loin d'être touché de l'émotion du marquis, se complut-il à retourner le poignard dans la blessure qu'il avait faite. « Il faut me pardonner ma défiance, dit-il. Elle vient de ce que je me rappelle parfaitement, ce que vous me disiez il y a 8 jours. »« Que vous disais-je ? » ?»« Que vous soupçonniez mademoiselle Marguerite d'une... Comment dois-je m'exprimer ? D'une préférence secrète pour quelqu'un. » À l'enthousiasme du marquis, le plus sombre abattement avait succédé. Il était manifeste qu'il subissait la plus cruelle torture. « J'ai eu plus que des soupçons, dit-il. »« Ah ?» ?»« J'ai eu une certitude, grâce à la femme de charge du comte de Chalus, Madame Léon, une vieille misérable que j'ai su mettre dans mes intérêts. Elle a épié mademoiselle Marguerite et surpris une lettre qui lui était adressée. »« Oh oh !»« Certes, il ne s'est rien passé dont mademoiselle Marguerite est à rougir. La lettre que j'ai tenue entre mes mains en était la preuve éclatante. Elle pourrait avouer hautement les sentiments qu'elle inspire et que sans doute elle éprouve. Cependant, le regard de M. Fortunat devenait insupportable de fixité. « Vous voyez donc bien que j'ai raison de craindre, » fit-il. Exaspéré, hors de lui, M. de Valençay se leva si violemment que son fauteuil en fut renversé. « Eh bien, non !» s'écria-t-il. « 1000 fois non ! Vous avez tort, parce qu'à l'heure qu'il est, l'homme qui avait distingué mademoiselle Marguerite est perdu. Ah, c'est ainsi. Pendant que nous sommes ici, en ce moment même, il se perd irrémissiblement, sans retour. Entre lui et la femme que je veux épouser, que j'épouserai, j'ai creusé un abîme si profond que le plus immense amour ne le comblerait pas. C'est mieux épi que si je l'avais tué. Mort, on le pleurerait peut-être, tandis que maintenant, la dernière des filles et la plus avilie se détournera de lui, ou l'aimant n'osera l'avouer. » L'impassible homme d'affaires parut troublé. « Auriez-vous donc, balbutia-t-il, mis à exécution le projet, le plan dont vous m'avez entretenu en l'air, et que je prenais, moi, pour une fanfaronnade, pour une plaisanterie ?» Le marquis abaissa lentement la tête. « Oui. » L'autre demeura un moment comme pétrifié. Puis, tout à coup, « Quoi ? Vous avez fait cela ? » dit-il. « Vous, un gentilhomme ?» En proie à une agitation convulsive, M. de Valençay marchait au hasard dans le salon. S'il eût aperçu son visage dans une glace, il se fût fait peur. « Un gentilhomme !» répétait-il avec l'accent d'une rage contenue. « Un gentilhomme ! Les gens n'ont que ce mot à la bouche, maintenant. Qu'entendez-vous donc par un gentilhomme, s'il vous plaît, Mons Fortunat ?
Ne serait-ce pas par hasard un personnage héroïque et idiot qui traverse la vie d'un pas grave, mélancoliquement drapé dans ses principes, stoïque autant que Job et résigné comme un martyr? Une manière de Don Quichotte moral, prêchant l'austère vertu et la pratiquant? Le malheur est que les grands sentiments sont hors de prix, et je suis ruiné. D'ailleurs, les miroirs de chevalerie sont cassés, je vous en préviens. Moi, je ne suis pas un saint. J'aime la vie et tout ce qui la fait belle et facile. Les femmes, le jeu, le luxe, les chevaux. Et pour me procurer tout cela, comme je suis de mon temps, je me bats avec les armes de mon temps. Être honnête est superbe, mais tant qu'à ne l'être pas, je préfère une énorme infamie qui me donnera 100 000 livres de rente à 100 000 petites gredineries à 20 sous pièce. Le garçon me gêne. Je le supprime. Tant pis pour lui. Pourquoi se trouve-t-il là? Si j'avais pu le mener sur le terrain, en plein soleil, je l'aurais expédié dans les règles, par devant témoin. Mais agir ainsi c'eût été renoncer à mademoiselle Marguerite. J'ai dû chercher autre chose. Je n'avais pas le choix des moyens, n'est-ce pas? L'homme qui se noie et qui en est à sa dernière gorgée ne repousse pas une planche de salut parce qu'elle est malpropre. Il eut un geste plus violent encore que ses paroles, et se jeta sur un canapé, prenant son front entre ses mains, comme s'il l'eût senti près d'éclater. La colère l'étouffait, et plus encore quelque chose qu'il ne s'avouait pas, le soulèvement de sa conscience et la révolte de ses derniers instincts d'honnêteté. Assurément, il avait peu de préjugés, et depuis longtemps il s'était mis au-dessus des préceptes de la morale vulgaire qu'il traitait de doctrine d'abrutissement. Mais du moins, jusqu'à ce jour, jamais il n'avait formellement violé aucun article du code des gens d'honneur, tandis que cette fois... « C'est une abominable action que vous venez de commettre, monsieur le marquis, prononça froidement monsieur Fortunat. Oh, pas de morale. Cela ne fait jamais mal. Le marquis haussa les épaules et d'un ton d'amère gouaillerie. Voyons, mons Fortunat, dit-il, tenez-vous énormément à perdre les 40 000 francs que vous m'avez avancés? C'est facile. Courez chez la d'Argelès, demandez monsieur de Coralt, donnez-lui contre-ordre de ma part, et l'autre sera sauvé, et il épousera les millions de mademoiselle Marguerite. Monsieur Fortunat se tut. Il ne pouvait pas dire au marquis « Eh, ils sont perdus, mes 40 000 francs. Je ne le sais que trop. Mademoiselle Marguerite n'a plus de millions, et vous avez commis un crime inutile. » C'était cependant cette conviction qui lui donnait son bel accent d'honnêteté, effarouché. Il se passait le luxe d'un peu de vertu pour l'argent qu'il perdait. Eût-il parlé comme il venait de le faire, s'il eût conservé beaucoup d'espoir? C'est au moins douteux. Quoi qu'il en soit, il faut rendre à M. Fortunat cette justice que très réellement et très sincèrement il était révolté de ce qu'il avait appelé une abominable action. D'abord, c'était un acte brutal et violent, et il tenait, lui, pour les moyens doux. En second lieu, cela sortait absolument du cercle de ses opérations. Autant de raisons pour mépriser le marquis et s'estimer meilleur en se comparant à lui. Cela arrive journellement, et c'est même une joie de ce monde d'entendre les coquins se juger entre eux. Il faut voir comme celui qui dépouille les gens à la bourse traite celui qui détrousse sur les grands chemins, et réciproquement. Cependant, grâce à un énergique effort de volonté, le marquis de Valençay avait repris son attitude hautaine, et d'un geste familier, il ramenait aux places vides ce qui lui restait de cheveux. Bientôt il se leva. « Tout cela, dit-il, est bel et bien. Je n'en suis pas moins pressé de connaître le résultat de ma petite combinaison. C'est pourquoi, mons Fortunat, vous allez me compter les 500 louis que vous avez à me remettre. Et après, bonne nuit. » Cette mise en demeure, l'homme d'affaires l'attendait, et cependant il tressaillit. « Vous me voyez désolé, monsieur le marquis, » répondit-il avec un sourire piteux. « C'est pour cela même que je suis resté si tard dehors, contrairement à toutes mes habitudes. J'espérais trouver un banquier qui m'a obligé jadis, monsieur Prosper Berthomy, vous savez, qui a épousé la nièce de monsieur André Fauvel. »
Au fait, s'il vous plaît. Eh bien, impossible de me procurer ces malheureux 10 000 francs. De pâle qu'il était, le marquis devint cramoisi. C'est une plaisanterie, j'imagine, fit-il. Hélas, non, malheureusement. Il y eut une minute de silence pendant laquelle le marquis évalua mentalement les conséquences de ce manque de parole, et sans doute il les trouva fort graves, car c'est d'un ton presque menaçant qu'il dit « Vous savez cependant qu'il me faut cet argent aujourd'hui. Il me le faut. » Assurément, M. Fortunat se fût laissé arracher un bon lambeau de chair plutôt que cette somme. Mais, d'un autre côté, il tenait à rester en bons termes avec le marquis jusqu'à plus ample informé. On lui avait dit que le comte de Chalus était à la mort. Mais on revient de loin. Il pouvait se remettre, et alors M. de Valençay redevenait une valeur de premier ordre. Ayant donc à ménager la chèvre et le chou, à sauver la caisse et à garder le client, son embarras était extrême. « Ces choses-là n'arrivent qu'à moi, disait-il. Je comptais sur une rentrée, puis, soudain, se frappant le front. Mais, dans le fait, s'écria-t-il, pourquoi, monsieur le marquis, ne demanderiez-vous pas cette somme à un de vos amis, au duc de Chandos ou au comte de Commarin? C'est une idée, cela. » Monsieur de Valençay n'était rien moins que naïf. Sa pénétration naturelle s'était singulièrement aiguisée depuis qu'il était journellement aux prises avec les difficultés de la gêne, depuis qu'il luttait pour défendre sa peau, selon sa triviale mais énergique expression. L'extrême embarras de M. Fortunat ne lui avait pas échappé. Ce dernier trait fit éclore en lui un essaim de soupçons. « Comment » fit-il lentement et d'un ton de défiance. « C'est vous qui me donnez ce conseil, mettre 20%? C'est prodigieux. Depuis quand vos opinions se sont-elles à ce point modifiées? » « Mes opinions? Mais oui. N'est-ce pas vous qui, à nos premières entrevues, me disiez « Ce qui vous sauvera, c'est que vous n'avez, de votre vie, emprunté un louis à un ami. Un créancier ordinaire prend de gros intérêts, et une fois payé se tait. Un ami n'est satisfait que le jour où toute la terre sait qu'il vous a généreusement obligé. Mieux vaut un usurier. » Je trouvais cela très sensé, ma foi, et j'étais encore de votre avis quand vous ajoutiez « Donc, monsieur le marquis, pas d'emprunt de ce genre jusqu'à votre mariage, sous aucun prétexte. Passez-vous de manger plutôt. Vous avez encore crédit sur rue, mais le sol est miné. L'indiscrétion d'un ami disant « Je crois Valençay, gêné, peut mettre le feu à la mine et vous sauter. » En vérité, le malaise de M. Fortunat était pénible à voir. Ce n'est pas qu'il manquât d'audace, mais les événements de la soirée avaient ébranlé son aplomb. Imperturbable quand il avait en main les intérêts d'autrui, il se trouvait tout désorienté d'avoir à manier les siens propres. L'espoir du gain et le chagrin de la perte lui enlevaient sa lucidité. Il était comme ses professeurs de jeu, plus froid que la glace en théorie, conseiller excellent des joueurs aventureux qui, dès qu'ils touchent aux cartes pour leur compte, perdent la tête ou s'emballent, pour parler l'argot du tapis vert. Sentant bien qu'il venait de commettre une maladresse insigne, il se creusait la tête à chercher comment la réparer, ne trouvait pas, et sa gaucherie en redoublait. « M'avez-vous, oui ou non, tenu ce langage ?» insista M. de Valençay. « Qu'avez-vous à répondre ?»« Les circonstances. »« Lesquelles ?»« Dame, des besoins urgents. Il n'est pas de règle sans exception. Je ne prévoyais pas que vous iriez si vite. Voilà 40 000 francs que je vous avance en 5 mois. C'est énorme. À votre place, je me serais restreint. J'aurais économisé. » Il s'arrêta. Il fut contraint de s'arrêter par le regard perspicace et terrible dont l'enveloppa M. de Valençay. Il était furieux contre lui-même. « Je deviens stupide, » pensait-il. « Encore un sage conseil, » reprit ironiquement le gentilhomme ruiné. « Que ne m'engagez-vous, pendant que vous y êtes, à vendre chevaux et voitures et à aller m'établir rue Amelot, au 4e sur la cour? Cela semblerait bien naturel, n'est-ce pas?
et inspirerait à M. de Chalus une confiance sans bornes. On peut, sans en arriver là... Ah, taisez-vous, interrompit violemment le marquis, car mieux qu'un autre vous savez que je suis condamné au luxe. Vous savez aussi que je suis condamné aux apparences quand la réalité n'est plus. Le salut est à ce prix. J'ai joué, soupé, fait courir. Il faut que je continue. J'en suis venu à exécrer Ninette Simplon, pour qui j'ai fait des folies, et je la garde. C'est une enseigne. J'ai jeté les billets de 1000 francs par la fenêtre. Je n'ai pas le droit de n'en pas jeter, et cependant, je n'en ai plus. Que dirait-on si je m'arrêtais? Valorcey a fait le plongeon. Alors adieu, les héritières. Et je reste souriant. C'est dans le rôle. Que penseraient mes domestiques? 20 espions que je paye, s'ils me voyaient soucieux. Savez-vous, Mons Fortuna, que j'en ai été réduit à dîner à crédit à mon cercle parce que j'avais payé le matin la provende du mois de mes chevaux? Certes, j'ai chez moi des objets du plus grand prix. Je ne puis m'en défaire, cela se verrait, et ils font partie de mon étalage. Un cabotin ne vend pas ses costumes parce qu'il a faim. Il se passe de manger. Et l'heure de la représentation venue, il endosse ses habits de velours et de satin, et l'estomac creux, il chante les délices de la bonne chair et l'ivresse des vieux vins. Voilà ce que je fais, moi, Robert d'Albon, marquis de Valorcey. Aux dernières courses de Vincennes, il y a 15 jours, j'avais fait atteler à la Daumont, et mes 4 chevaux soulevaient tout le long du boulevard comme une poussière d'envie. J'ai entendu un ouvrier qui disait « Sont-ils heureux, ces riches ?» Heureux, moi? J'enviais son sort. Il était sûr, lui, que le lendemain serait pour lui semblable à la veille. Moi, ce jour-là, j'avais en poche, et pour toute fortune, 1 louis, épave du baccarat de la veille. Dans l'enceinte du pesage, Isabelle m'a passé une rose, à la boutonnière. Je lui ai donné mon louis. J'avais envie de l'étrangler. Il s'interrompit, ivre de colère, et, marchant sur M. Isidore Fortuna, le fit reculer jusqu'au fin fond d'une embrasure. Une fois là, « Et voici 8 mois, poursuivit-il, que dure cette vie enragée. 8 mois dont chaque minute a été une atroce douleur. Ah, mieux vaudrait la misère, le bagne, l'infamie. Et quand je touche au but, vous, je ne sais par quel caprice ni par quelle trahison, vous rendriez inutile tout ce que j'ai souffert. Vous me feriez échouer dans le port. Non, par le saint nom de Dieu, cela ne sera pas. Je t'aurai avant, misérable drôle, écrasé comme une bête venimeuse. » Sa voix, sur ces derniers mots, arrivait à un tel diapason que les vitres du salon en vibraient, et que madame Daudelin en frissonna dans sa cuisine. « Sûr, pensait-elle, on finira par faire un mauvais parti à monsieur, un de ces jours. » Ce n'était pas, il est vrai, la première fois que M. Fortuna se trouvait aux prises avec un client d'un tempérament sanguin. Mais toujours, il était sorti sain et sauf de ces mauvaises rencontres. Aussi était-il beaucoup moins effrayé qu'il n'en avait l'air, et la preuve, c'est qu'il avait encore assez de liberté d'esprit pour réfléchir et calculer. « D'ici 48 heures, pensait-il, je serai fixé sur le sort du comte. Il sera mort ou en voie de rétablissement. Donc, à promettre pour après-demain tout ce que voudra cet enragé, je ne risque rien. » Et, sur ce raisonnement, profitant d'une minute où M. de Valorcey reprenait haleine, « En vérité, monsieur le marquis, fit-il, je ne m'explique pas votre irritation. »« Comment, drôle, pardon. Avant de m'injurier, permettez que je m'explique. »« Pas d'explication. 500 louis. » De grâce, laisse-moi achever. Oui, je sais que vous en avez un besoin urgent. Non, à un jour près, cependant. Aujourd'hui, je n'ai pu me les procurer. Je ne puis m'engager formellement pour demain, mais après-demain, samedi 17, je les aurai assurément. Le marquis le regarda comme s'il eût espéré lire jusqu'au fond de sa pensée. « Est-ce positif, au moins ?» demanda-t-il. « Jouons carte sur table. Si vous devez me laisser dans l'embarras, avouez-le-moi. »
monsieur le marquis, ne suis-je pas intéressé à votre succès autant que vous-même? N'avez-vous pas des gages de mon dévouement? Alors, je puis compter sur vous? Absolument. En voyant dans les yeux de son client un reste de doute, M. Fortunat ajouta: Vous avez ma parole. 3 heures sonnaient, M. de Valençay prit son chapeau et, traînant un peu la jambe, car les émotions fortes lui produisaient l'effet du changement de temps, il se dirigea vers la porte. M. Fortunat, qui avait encore sur le cœur l'épithète de drôle, l'arrêta. « Est-ce que vous allez, monsieur le marquis, demanda-t-il, chez cette dame? Comment l'appelle-t-on? Ah, madame d'Argelès, où on doit égorger le préféré de mademoiselle Marguerite. » Le marquis eut un haut-le-corps. « Pour qui me prenez-vous? Maître 20%, fit-il d'une voix rude. Il est de ces choses qu'un homme bien élevé ne fait pas lui-même. On trouve à Paris, en y mettant le prix, des gens pour toutes les besognes. Alors, comment saurez-vous? 20 minutes après l'affaire, M. de Coralt sera chez moi. Il y est peut-être déjà. À ce sujet, lui déplaisant plus qu'il ne pouvait l'exprimer, « Allons, allez vous coucher, mon cher arabe, fit-il. Au revoir, et surtout, soyez exact. Mes respects, monsieur le marquis. » Mais la porte refermée, la physionomie de M. Fortunat changea brusquement. « Ah, tu m'insultes, fit-il d'une voix sourde. Tu me dépouilles et tu m'appelles drôle par-dessus le marché. Tu me payeras cela, mon cher, quoi qu'il arrive. » Chapitre 4. C'est vainement que la loi Guilloutet prétend hérisser de tessons le mur sacré de la vie privée. Les pourvoyeurs de la curiosité parisienne ne connaissent ni obstacle ni danger. Grâce aux chroniques de la haute vie, il n'est pas un lecteur de journaux qui ne sache que 2 fois la semaine, le lundi et le jeudi, Madame Lia d'Argelès reçoit en son charmant hôtel de la rue de Berry. On s'y amuse prodigieusement. Rarement on danse, mais à partir de minuit on joue, et avant de se séparer, on soupe. C'est en sortant d'une de ces petites fêtes que Jules Chazel, ce malheureux qui était caissier chez un agent de change, se fit sauter la cervelle. Les brillants habitués de l'hôtel d'Argelès jugèrent cette extrémité d'un goût déplorable. « Ce garçon, décrétèrent-ils, n'était qu'un pleutre. À peine perdait-il 1000 louis. » Il n'avait perdu que cela, en effet, une bagatelle par le temps qui court. Seulement, cette somme n'était pas à lui. Il l'avait prise dans la caisse qui lui était confiée, comptant peut-être, qui sait, la doubler dans la nuit. Au matin, quand il se trouva seul, sans un sou, en face du déficit, une voix lui cria du fond de sa conscience « Tu es un voleur !» Et il perdit la tête. L'aventure eut un retentissement énorme, et même, à l'époque, le petit journal a raconté l'histoire de la mère de cet infortuné. Cette pauvre femme, elle était veuve, vendit tout ce qu'elle possédait, et jusqu'à son bois de lit, pour faire de l'argent. Et quand elle eut réuni 20 000 francs, la rançon de l'honneur de son fils, elle les porta à l'agent de change. Lui les prit, sans demander à cette mère si elle aurait de quoi dîner le soir. Ce que les gentilshommes qui avaient gagné et empoché les louis de Jules Chazel trouvèrent parfaitement naturel et juste. Il est vrai de dire que, 48 heures durant, Madame d'Argelès fut au désespoir. La police avait commencé une manière d'enquête, et cela pouvait effaroucher ses habitués et vider son salon. Elle dut se consoler au bruit des triomphantes réclames que lui avait valu ce suicide. Pendant 5 jours, Paris désœuvré ne s'occupa que d'elle, et Alfred Daunet publia son portrait dans sa chronique illustrée. Ce que pas un chroniqueur ne dit, par exemple, et ce, faute de le savoir, c'est ce qu'était au juste Madame Lia d'Argelès. Qui était-ce et d'où venait-elle? Comment avait-elle vécu jusqu'au jour où elle avait surgi au soleil de la galanterie? L'hôtel de la rue de Berry lui appartenait-il? Était-elle riche, comme on l'assurait? Où avait-elle pris ces façons
qui était celle d'une femme du monde, son instruction, qui paraissait étendue, et son remarquable talent de musicienne. Tout, en elle, était sujet de conjecture, jusqu'à ce nom tiré de la Bible et d'un guide des Pyrénées qu'elle mettait sur ses cartes de visite. Lia d'Argelès. N'importe, on affluait chez elle, et à l'heure même où le marquis de Valorcey et M. Fortunat prononçaient son nom, il y avait 10 équipages devant sa porte, et ses salons s'emplissaient. Il était 00h30, et la partie bi-hebdomadaire venait de s'engager, quand un valet de pied, en bas de soie, annonça coup sur coup. « Monsieur le vicomte de Coralt, Monsieur Pascal Ferrailleur !» Bien peu, parmi les joueurs, daignèrent lever la tête. Un vieux grommela « Bon, encore 2 pontes !» Et 4 ou 5 jeunes gens s'écrièrent « Hé, c'est Fernand ! Bonsoir, cher !» Monsieur de Coralt était un tout jeune homme, remarquablement bien de sa personne, trop bien même, car sa beauté avait quelque chose d'inquiétant et de malsain. Il était fort blond, avec de grands yeux noirs, tendres, et les femmes devaient envier ses cheveux ondés et la pâleur unie de son teint. Il était mis avec une recherche rare, avec coquetterie même. Son col rabattu découvrait son cou, et ses gants rosés collaient comme la peau sur ses mains délicates et molles. Il salua de la tête, familièrement, en entrant, et, le sourire de la fatuité aux lèvres, il s'avança vers madame d'Argelès qui, pelotonnée sur une chaise longue, près de la cheminée, causait avec 2 messieurs chauves à physionomie grave et distinguée. « Comme vous venez tard, vicomte, dit-elle. Qu'avez-vous donc fait aujourd'hui ? Il me semble vous avoir aperçu au bois, dans le dock-cart du marquis de Valorcey. » Une rougeur légère monta aux joues de M. de Coralt, et, pour la dissimuler, sans doute, au lieu de répondre, il prit la main du visiteur annoncé en même temps que lui, et l'attira vers madame d'Argelès en disant « Permettez-moi, chère madame, de vous présenter un de mes meilleurs amis, M. Pascal Ferrailleur, un avocat dont vous entendrez parler un jour. »« Vos amis seront toujours les bienvenus chez moi, mon cher vicomte, » répondit madame d'Argelès. Et avant que Pascal, qui s'inclinait, se fût redressé, elle se détourna et reprit sa conversation interrompue. Le nouveau venu, cependant, valait mieux et plus qu'un regard distrait. C'était un homme de 25 à 26 ans, brun, assez grand, et dont tous les mouvements étaient empreints de cette grâce naturelle qui résulte de l'harmonie parfaite des muscles et d'une vigueur peu commune. Ses traits étaient irréguliers, mais leur ensemble sympathique respirait l'énergie, la franchise et la bonté. L'homme qui avait ce front intelligent et fier, ce regard lumineux et droit, ces lèvres rouges d'un dessin correct et spirituel, ne devait pas être un homme ordinaire. Abandonné par son introducteur, qui distribuait de droite et de gauche des poignées de main, il était allé s'asseoir sur une causeuse un peu dans l'ombre. Ce qu'il éprouvait n'était pas de l'embarras, mais cette instinctive défiance de soi dont on est saisi en pénétrant dans un milieu qui n'est pas le sien. Aussi dissimulait-il sa curiosité tant qu'il pouvait, tout en regardant et en écoutant de son mieux. Le salon de madame d'Argelès était une sorte de galerie coupée en 2 par une cloison mobile et des tentures. Les soirs de bal, on enlevait la cloison, on la laissait les autres nuits, et on avait ainsi 2 pièces, l'une où on jouait, l'autre qui était le refuge des causeurs. Le salon de jeu, celui où se trouvait Pascal, était vaste, très haut d'étage et meublé avec une magnificence d'assez bon goût. Le tapis n'avait point de ton criard, il n'y avait pas trop d'or aux corniches, le sujet de la pendule était convenable. Ce qui jurait, c'était une sorte d'abat-jour mobile, placé fort ingénieusement au-dessus du lustre, de façon à renvoyer sur la table de jeu toute la lumière des bougies. Cette table de jeu elle-même était recouverte d'un tapis d'une grande richesse, mais on n'en apercevait que les coins, car on avait jeté dessus un second tapis, vert celui-là, et tout usé. C'est à peine si madame d'Argelès avait une 50aine d'invités, mais tous, par leur manière, semblaient appartenir à la meilleure compagnie. Ils avaient dépassé 40 ans pour la plupart,
Beaucoup étaient chamarrés de décorations, 2 ou 3 très vieux étaient l'objet d'une certaine déférence. Certains noms connus que Pascal entendit prononcer le surprirent étrangement. « Comment ? Ces gens-là, ici ?» se disait-il, et moi qui m'attendais à une sorte de tripot clandestin. Il n'y avait guère que 7 à 8 femmes, aucune n'était remarquable, toutes avaient des toilettes très riches, d'un goût douteux et des diamants. Pascal remarqua qu'on les traitait avec une indifférence parfaite et qu'on employait en leur parlant une politesse trop affectée pour n'être pas ironique. 20 personnes au plus étaient assises au jeu. Les autres s'étaient retirées dans le salon voisin, se tenaient immobiles autour de la table ou causaient par groupes dans les coins. Le surprenant, c'est que tout le monde parlait bas et il y avait comme du respect dans ce chuchotement. On eût dit qu'on célébrait dans ce salon les rites bizarres de quelque culte mystérieux. Le jeu n'est-il pas une idolâtrie consacrée par l'estampille du valet de trèfle, dont les cartes sont le symbole, qui a ses images et ses fétiches, ses miracles, ses fanatiques et ses martyrs? Et par moments, sur cet accompagnement de chuchotements, se détachaient, étranges et baroques, les exclamations des joueurs. « Il y a 20 louis. Je les tiens. Je passe la main. Le jeu est fait. Banco !» Quelle réunion bizarre, pensait Pascal Ferrailleur. Les singulières gens. Et toute son attention se concentrait sur la maîtresse de la maison, comme s'il eût espéré surprendre sur son visage le mot d'une énigme. Mais madame Lia d'Argelès échappait à toute analyse. C'était une de ces femmes dont l'âge douteux flotte, selon leur disposition, entre le 3 et le 5, qui ne paraissent pas 30 ans un soir et qui, le lendemain, en accusent plus de 50. Elle avait dû être très belle autrefois, et même elle était belle encore. Seulement, sa taille s'était alourdie et ses traits délicats s'empâtaient. Blonde, elle avait les yeux d'un bleu si clair qu'ils paraissaient en quelque sorte d'étain. Sa blancheur surtout frappait, blancheur mate et molle, trahissant l'abus des fards et des cosmétiques, la vie de nuit, à la flamme des lustres, le sommeil du jour, les volets fermés, enfin les bains prolongés et le constant usage de la poudre de riz. Nulle expression d'ailleurs sur sa physionomie que celle d'une banalité accueillante. On eût dit que les muscles de son visage s'étaient relâchés après d'exorbitants efforts pour feindre ou dissimuler les plus violentes sensations. Il y avait quelque chose de morne et de consterné dans l'éternel et peut-être involontaire sourire figé sur ses lèvres. Elle portait une robe de velours sombre avec des crevés aux manches et au corsage, création nouvelle du couturier Van Clopen. Pascal en était là de ses observations quand M. de Coralt, sa tournée finie, vint se jeter sur la causeuse près de lui. « Eh bien ?» demanda-t-il. « Ma foi, » répondit l'avocat, « je suis enchanté de vous avoir prié de me conduire ici. Je m'amuse prodigieusement. Allons bon, voilà mon philosophe séduit. Séduit, non, mais intéressé. Il faut tout connaître, n'est-ce pas ? » Et, du ton de bonne humeur qui lui était habituel, il ajouta « Quant à être le sage que vous dites, point du tout. Et la preuve, c'est que je vais risquer noblement mon louis, tout comme un autre. » M. de Coralt parut stupéfié, mais qui l'eût observé de près eût vu un éclair de joie traverser ses yeux. « Vous allez jouer, fit-il. Vous ? Moi-même. Pourquoi non ? Prenez garde. Et à quoi, grand Dieu ? Le pis qui me puisse arriver est de perdre ce que j'ai en poche, quelque chose encore comme 200 francs. » L'autre hocha la tête d'un air soucieux. « Ce n'est pas cela qui est à craindre, prononça-t-il, car le diable s'en mêle, et toujours, la première fois qu'on joue, on gagne. Et c'est un malheur ? Oui, parce que ce premier gain est comme un irrésistible appât qui attire à la table de jeu. On y revient, on perd, on veut rattraper son argent. Et c'est fini, on est joueur. » Pascal Ferrailleur avait aux lèvres le sourire de l'homme sûr de lui. « Ma cervelle ne chavire pas si facilement, dit-il. J'ai, pour la lester, l'idée de mon nom et de ma fortune à faire. »« Je vous en prie, insista le vicomte, croyez-moi. »
Vous ne savez pas ce que c'est. Les plus forts et les plus froids y ont été pris. Ne jouez pas, partons. » Il avait haussé la voix comme s'il eût tenu à être entendu de deux invités qui venaient de se rapprocher de la causeuse. Ils l'entendirent. « En croirais-je mes yeux et mes oreilles ?» s'écria l'un d'eux, qui était un homme d'un certain âge. « Est-ce bien Fernand qui cherche à débaucher les amoureux de la dame de pique ?» Monsieur de Coralt se retourna vivement. « Oui, c'est moi, » répondit-il. « J'ai payé de mon patrimoine le droit de dire à un ami inexpérimenté « Défiez-vous, ne faites pas comme moi !» Les meilleurs conseils donnés d'une certaine façon ne manquent jamais de produire un effet diamétralement opposé à celui qu'ils semblent se proposer. L'insistance de M. de Coralt, l'importance qu'il attachait à une niaiserie, devait agacer l'homme le plus patient. Son ton protecteur irrita décidément Pascal. « Vous êtes libre, mon cher, lui dit-il, mais moi… »« Vous y tenez » interrompit le vicomte. « Absolument. »« Soit, en ce cas, vous n'êtes plus un enfant. Je vous ai fait toutes les objections que réclame la prudence. Jouons !» Ils s'approchèrent de la table. On leur fit place et ils s'assirent, Pascal à la droite de M. Fernand de Coralt. On jouait le baccarat tournant, un jeu d'une simplicité enfantine et terrible. Point d'art, nulle combinaison, science et calcul sont inutiles. Le hasard décide seul et décide avec une foudroyante rapidité. Les amateurs affirment qu'avec beaucoup de sang-froid et une longue pratique, on peut, dans une certaine mesure, lutter contre les mauvaises chances. Peut-être ont-ils raison. Ce qui est sûr, c'est que cela se joue avec 2, 3 ou 4 jeux entiers, selon le nombre des joueurs. Chacun a la main à son tour, risque ce que bon lui semble, et quand son enjeu est tenu, donne des cartes. Si on gagne, on est libre de poursuivre la veine ou de passer la main. Quand on perd, la main passe de droit au joueur suivant. Il ne fallut à Pascal Ferrailleur qu'1 minute pour comprendre la marche et le mécanisme du baccarat. Déjà, la main arrivait à Fernand. Monsieur de Coralt fit 100 francs, donna, perdit et passa les cartes à Pascal. Hésitant tout d'abord, parce qu'il faut, comme on dit, tâter la fortune, le jeu, peu à peu, s'était animé. Plusieurs joueurs avaient d'assez jolis tas d'or devant eux, et la grosse artillerie, c'est-à-dire le billet de banque, commençait à donner. Mais Pascal n'avait pas de fausse honte. « Je fais 1 louis, dit-il. La mesquinerie de la somme le fit remarquer, et de 2 ou 3 côtés, on lui cria « Tenu !» Il donna et gagna. « Il y a 2 louis, fit-il encore. On les tint pareillement. Il gagna, et la portée, c'est-à-dire la série de cartes se succédant, lui fut si favorable qu'en moins de rien, il eut devant lui plus de 600 francs. « Passez la main, » lui souffla Fernand. Pascal suivit le conseil. « Non que je tienne à mon gain, » murmura-t-il à l'oreille de M. de Coralt, « mais parce que je vais aussi avoir de quoi jouer jusqu'à la fin sans rien risquer. » Mais cette prévoyance devait être inutile. La main lui étant revenue, le hasard le servit mieux encore que la première fois. Il partit de 100 francs, et comme il doublait toujours, en 6 coups, il se trouva gagner plus de 3000 francs. « Diable, monsieur a de la chance. Parbleu, il joue pour la première fois. »« C'est cela, aux innocents les mains pleines. » Ces observations qui se croisaient, il était impossible que Pascal ne les entendît pas. Le sang commençait à lui monter aux joues, et se sentant rougir, comme il arrive toujours, il rougissait davantage. Son gain l'embarrassait, cela était visible, et il jouait en désespéré. Mais la veine s'acharnait après lui. Ses portées étaient miraculeuses, et quoi qu'il fît, il gagnait toujours, quand même, obstinément. À 4 heures du matin, il avait devant lui 35 000 francs. Depuis longtemps déjà, on le regardait d'un air singulier. Des remarques aigres, à haute voix, on en était venu aux confidences de bouche à oreille. « Connaissez-vous ce monsieur ?»« Non, il a été présenté par Coralt. »
C'est un avocat, à ce qu'on dit. Et tous ces chuchotements, ces doutes, ces soupçons, ces questions grosses d'insinuation, ces réponses blessantes, formaient comme un murmure de malveillance qui bourdonnait aux oreilles de Pascal et l'étourdissait. Véritablement, il perdait toute contenance lorsque madame d'Argelès s'approcha vivement de la table de jeu. « Voici 3 fois, messieurs, dit-elle, qu'on nous avertit que le souper est servi. Lequel de vous m'offre son bras ?» Il y eut une certaine hésitation, mais un vieux monsieur, qui perdait beaucoup, la leva. « Oui, soupons !» s'écria-t-il. « Cela changera la veine. » Cette considération fut décisive. Le salon se vida comme par enchantement. Il ne resta devant le tapis vert que Pascal, lequel ne savait que faire de tout l'or amassé devant lui. Il réussit, cependant, à le distribuer tant bien que mal dans toutes ses poches, et il s'empressait de rejoindre dans la salle à manger les autres invités, quand madame d'Argelès lui barra le passage. « Je vous en prie, monsieur, lui dit-elle, un mot. » Le visage de madame d'Argelès gardait toujours son étrange immobilité. Son éternel sourire voltigeait sur ses lèvres. Et cependant, son émotion était si manifeste que Pascal, en dépit de son trouble, la remarqua et s'en étonna. « Je suis à vos ordres, madame, » balbutia-t-il en s'inclinant. Aussitôt, elle lui prit le bras et l'entraînant vers l'embrasure d'une fenêtre. « Je ne suis pas connue de vous, monsieur, » dit-elle très bas et très vite. « Et pourtant, j'ai à vous demander. Il faut que je vous demande un grand service. »« Parlez, madame. » Elle hésita, comme si elle eût cherché des termes pour traduire sa pensée. Puis, d'une voix brève, elle reprit. « Vous allez vous retirer à l'instant, sans rien dire à personne, pendant que les autres soupent. » L'étonnement de Pascal devint stupeur. « Pourquoi me retirer ?» interrogea-t-il. « Parce que... » « Mais non, je ne puis vous le dire. Supposez que c'est un caprice. C'en est un. Je vous en prie, ne me refusez pas. Faites cela pour moi, et je vous en garderai une éternelle reconnaissance. » Il y avait dans sa voix, dans son attitude, une telle intensité de supplication que Pascal en eut le cœur serré. Il sentit tressaillir et s'agiter en lui le vague pressentiment de quelque terrible et irréparable malheur. Il branla la tête. Cependant, d'un air triste, et d'un ton amer. « Vous ne savez sans doute pas, madame, fit-il, que je viens de gagner plus de 30 000 francs. »« Si, je le sais. Raison de plus pour mettre votre gain à l'abri d'un retour probable de fortune. On fait très bien Charlemagne chez moi. C'est admis. L'autre nuit, le comte d'Antas s'est fort subtilement esquivé, nu-tête. Il emportait 1000 louis et laissait au décavé son chapeau en échange. Le comte est un galant homme, et loin de le blâmer, le lendemain, on a ri. Allons, vous êtes décidé, je le vois. Venez. Pour plus de sûreté, je vais vous faire passer par l'escalier de service. Personne ne vous verra. » Pascal avait été ébranlé, en effet, mais cette perspective d'évasion par un escalier de service révolta sa fierté. « C'est à quoi je ne consentirai jamais, » déclara-t-il. Que penserait-on de moi ? Je dois une revanche. Je la donnerai. Ni madame d'Argelès, ni Pascal n'avaient aperçu monsieur de Coralt, qui s'était avancé sur la pointe du pied et qui, dissimulé derrière un rideau, écoutait. À ce moment, il se montra brusquement. « Parbleu, cher avocat, dit-il d'un ton le plus dégagé, j'admire vos scrupules. Madame a 100 fois raison. Levez le pied. Si j'étais à votre place, moi, si je gagnais ce que vous gagnez, au lieu de perdre 1000 écus, je n'hésiterais pas. Les autres penseraient tout ce qu'ils voudraient. Vous avez l'argent, c'est le principal. » Pour la seconde fois, l'intervention du vicomte eut sur Pascal une influence décisive. « Je reste, » répéta-t-il résolument. Mais madame d'Argelès s'attachait à lui. « Je vous en conjure, monsieur, disait-elle. Éloignez-vous, il en est temps encore. »« Allons, approuva le vicomte. Un bon mouvement, filez à l'anglaise et sauvez la caisse. » Ces derniers mots furent comme la goutte d'eau qui fait déborder la coupe. Rouge, ému, troublé, assailli par les plus étranges idées,
Pascal écarta madame d'Argelès et d'un pas roide se dirigea vers la salle à manger. À son entrée, toutes les conversations cessèrent. Il ne put pas ne pas comprendre qu'il venait d'être question de lui. Un secret instinct lui disait que tous les hommes rassemblés là étaient ses ennemis, sans qu'il sût pourquoi, et qu'ils tramaient quelque chose. Il s'aperçut aussi que ses moindres mouvements étaient épiés et notés. Mais il était brave, sa conscience ne lui reprochait rien, et il était de ceux qui, plutôt que d'attendre le danger, le provoquent. Il alla donc, d'un air de défi, s'asseoir près d'une jeune femme qui avait une robe de tulle rose, et, d'un ton très élevé, il se mit à lui débiter toutes sortes de plaisanteries. Il avait de l'esprit et du meilleur, l'habitude de manier la parole. Il fut, durant un quart d'heure, étourdissant de verve. On buvait du vin de champagne. Il en avala coup sur coup 4 ou 5 verres. Avait-il bien la conscience de ce qu'il faisait et disait ? Il a, depuis, déclaré que non, qu'il agissait sous l'empire d'une sorte d'hallucination, comme il s'en produit après quelque aspiration de protoxyde d'azote. Le souper dura peu. « Au bac ! Au bac !» cria le vieux monsieur qui avait décidé la suspension du jeu. « Nous gaspillons un temps précieux ici. » Pascal se leva comme tout le monde et, dans sa précipitation à passer d'une pièce dans l'autre, il se trouva poussé contre 2 joueurs qui causaient près de la porte. « Ainsi, disait l'un, c'est bien entendu. »« Oui, oui, laissez-moi faire, je me charge de l'exécution. » Ce mot charria tout le sang de Pascal à son cœur. « L'exécution de qui ? De moi, évidemment. Qu'est-ce que cela signifie ? » Autour du tapis vert, tous les joueurs avaient changé de place. Cela déroute le hasard, assure-t-on. Et Pascal se trouva assis, non plus à la droite de Fernand, mais en face, entre 2 hommes de son âge, dont l'un était celui qui avait prononcé le mot d'exécution. Tous les yeux étaient fixés sur le malheureux avocat, lorsqu'il prit la main. Il fit 200 louis et les perdit. Il y eut comme un ricanement autour de la table, et un de ceux qui perdaient le plus dit entre haut et bas : « Ne regardez donc pas tant monsieur, il n'aura plus de chance. » Cette phrase ironique, injurieuse par l'intonation autant qu'un soufflet, fit éclater dans le cerveau de Pascal une épouvantable lueur. Il soupçonna enfin ce qu'un autre, moins parfaitement honnête, eût compris depuis longtemps déjà. Mais il est de ces accusations dont la possibilité ne saurait entrer dans l'entendement d'un galant homme. L'idée lui vint de se lever, de provoquer une explication, mais il était anéanti et comme écrasé par l'horreur de sa situation. Ses oreilles tintaient, il lui semblait que les battements de son cœur étaient suspendus. Il éprouvait à l'épigastre la sensation d'un fer rouge. Le jeu allait son train, mais personne n'y était. Les mises restaient insignifiantes. Ni perte ni gain n'arrachaient une exclamation. Toute l'attention se concentrait sur Pascal, fiévreuse, haletante, et lui, d'un œil plein d'angoisse, il suivait le mouvement des cartes, qui passaient de main en main et qui allaient lui arriver. Quand elles lui arrivèrent, le silence se fit, solennel, plein de menaces, sinistre en quelque sorte. Les femmes, et ceux des invités qui ne jouaient pas, s'étaient approchés et se penchaient sur la table avec une évidente anxiété. « Mon Dieu, pensait Pascal, mon Dieu, faites que je perde. » Il était pâle comme la mort, la sueur emmêlait ses cheveux et les collait le long des tempes. Ses mains tremblaient tellement qu'à peine il pouvait tenir les cartes. « Je fais 4 000 francs, balbutia-t-il enfin. « Je les tiens, dit une voix. Hélas, le vœu du malheureux ne fut pas exaucé. Il gagna, et c'est au milieu d'une explosion de murmures qu'il reprit. Il y a 8 000 francs. Banco! Mais au moment où il donnait des cartes, son voisin se dressa et lui saisit brutalement les poignets en criant : « Cette fois, j'en suis sûr, vous êtes un voleur !» D'un bond, Pascal fut debout. Tant que le péril avait été vague, indéterminé, son énergie avait été comme paralysée. Il la retrouva intacte quand le danger fut là, précis, extrême, terrible.
Il repoussa l'homme qui lui avait pris les mains si rudement qu'il l'envoya rouler sous un canapé et il se rejeta en arrière dans une attitude de menace et de défi. À quoi bon ? 7 ou 8 joueurs se précipitèrent sur lui comme sur un malfaiteur. L'autre, cependant, l'homme de l'exécution, s'était relevé, la cravate dénouée, les vêtements en désordre. « Oui, dit-il à Pascal, vous êtes un voleur. Je vous ai vu glisser des cartes parmi celles que vous teniez. »« Misérable !» râla Pascal. « Je vous ai vu, et je vais le prouver !» Il se retourna vers la maîtresse de la maison, qui s'était affaissée sur une causeuse, et d'une voix rauque. « Avec combien de jeux avons-nous joué ?» demanda-t-il. « Avec 5. »« Il doit donc y avoir sur la table 260 cartes. » Il les compta lentement, avec le plus grand soin, et en trouva 307. « Eh bien, misérable !» cria-t-il à Pascal. « Oseras-tu nier encore ?» Pascal ne songeait pas à nier. Il se possédait assez pour comprendre que des paroles ne pouvaient rien contre cette preuve matérielle, tangible, qui l'écrasait de son épouvantable évidence. 47 cartes avaient été frauduleusement introduites dans le jeu. Ce n'était pas par lui, certes, mais par qui donc était-ce ? La chance s'était si régulièrement répartie qu'il se trouvait le seul à gagner. « Vous verrez, fit une femme, que le lâche ne se défendra même pas. » Il ne daigna pas tourner la tête. Que lui importait cette insulte ? Il se sentait, lui, innocent, roulé au plus profond d'un abîme d'infamie. Il se voyait déshonoré, flétri, perdu. Et, comprenant qu'il fallait un fait à opposer à un fait, il demandait à Dieu, fût-ce au prix de la vie, un secours, une idée, une inspiration, pour démasquer le coupable. Ce fut un autre qui prit sa défense. Avec une hardiesse dont on ne l'eût pas soupçonné à le voir, M. de Coralt se plaça devant Pascal et d'un ton où il y avait encore plus de défi que de douleur. « C'est une horrible méprise que vous commettez, messieurs, déclara-t-il. Pascal Ferrailleur est mon ami, et son passé répond du présent. Allez au palais, informez-vous, et on vous dira si cet honnête homme est capable de l'ignoble action dont on l'accuse. » Personne ne répondit. On eût dit que dans l'opinion de chacun, Fernand remplissait simplement un devoir auquel il lui eût été difficile de se soustraire. Le vieux monsieur dont l'opinion avait décidé la suspension et la reprise de la partie fut l'interprète de l'impression générale. C'était un gros homme qui soufflait comme un phoque en parlant et qu'on appelait le baron. « C'est très bien, ce que vous faites là, » dit-il à Fernand. « Oui, très bien, parole d'honneur. Vous voilà hors de cause. Que diable, il n'est pas d'honnête homme à l'abri de votre mésaventure. Les coquins n'ont pas de signe particulier. »« C'est ce qu'on appelle un impair, vicomte, » dit ironiquement un jeune homme. M. de Coralt marcha droit à celui-là. « Vous, mon cher, dit-il, vous me rendrez raison de ce mot, s'il vous plaît. »« Quand vous voudrez. » Il se mesurait des yeux. On les entraîna dans la chambre voisine. Chacun, à part soi, trouvant naturel et même juste que le vicomte ayant eu un désagrément s'en prit au premier venu. Jusqu'alors, Pascal n'avait ni desserré les lèvres, ni même la bouche. Après s'être un moment débattu entre les mains des joueurs qui s'étaient jetés sur lui, il demeurait immobile, promenant autour de lui un regard farouche, comme s'il eût espéré découvrir le lâche qui avait préparé le piège immonde où il était tombé. Car il était victime d'une atroce machination, il n'en pouvait douter, encore qu'il lui fût impossible d'en soupçonner seulement le but. Tout à coup, ceux qui le tenaient sentirent qu'il tressaillait. Il se redressa, il venait d'entrevoir une lueur d'espoir. « Me sera-t-il permis d'essayer de me justifier ?» demanda-t-il. « Parlez ?» Il eût voulu se dégager, avoir les bras libres. Ceux qui le maintenaient, ne lâchant point prise, il se résigna, et d'une voix rauque, « Je suis innocent, prononça-t-il. C'est un guet-apens inouï. Quel en est l'auteur ? Je l'ignore, mais il est ici quelqu'un qui doit le connaître. » Des huées l'interrompirent. « Voulez-vous donc m'égorger, sans m'entendre ?» reprit-il en haussant la voix. « Écoutez-moi. Il y a 1 heure, au moment du souper, Madame d'Argelès s'est presque jetée à mes genoux en me conjurant de me retirer. Son trouble m'avait stupéfié.
Maintenant, je me l'explique. » Celui qu'on appelait le baron se tourna vers madame d'Argelès. « Est-ce vrai, ce que dit cet homme ?» interrogea-t-il. Elle se leva toute chancelante et répondit. « C'est vrai. »« Pourquoi insistiez-vous tant pour qu'il s'éloignât ?»« Je ne sais. Un pressentiment. Il me semblait qu'il allait arriver quelque chose. » Les moins clairvoyants purent constater l'hésitation douloureuse de madame d'Argelès. Son impassible visage s'était contracté, mais les plus perspicaces s'y trompèrent. Ils pensèrent que, s'étant aperçue du vol, elle avait voulu faire évader le voleur afin d'éviter une scène. Pascal lui parut près de se trouver mal. « Monsieur de Coralt, commença-t-il, peut vous affirmer. »« Oh, assez, interrompit un joueur. J'ai entendu monsieur de Coralt faire tout au monde pour vous empêcher de jouer. » Ainsi, la dernière, l'unique espérance de cet infortuné s'évanouissait. Il tenta un suprême effort et s'adressant à madame d'Argelès, « Madame, dit-il d'une voix tremblante d'angoisse, je vous en conjure, dites ce que vous savez. Laisserez-vous périr un homme d'honneur? Abandonnerez-vous un innocent que vous pouvez sauver d'un mot? Hélas, que voulez-vous que je dise? » Et comme néanmoins elle balbutiait quelques explications confuses, « Mêlez-vous de la cagnotte, lui dit brutalement un joueur. On y met 1 franc par main, n'est-ce pas? » Elle se tut, et Pascal vacilla sur ses jarrets comme après un coup de massue. « C'est fini, murmura-t-il. Personne ne l'entendit. On écoutait le baron, lequel semblait bien mécontent. « Avec tout cela, disait-il, nous gaspillons un temps précieux. Nous aurions fait au moins 5 tours pendant cette scène absurde. Il faut en finir. Qu'allons-nous faire de ce joli garçon? Moi, je suis d'avis d'envoyer chercher le commissaire de police. » C'était loin d'être l'avis de la majorité. Sur ce seul nom, 4 ou 5 femmes s'envolèrent, et plusieurs hommes, les plus haut placés de la Réunion, se fâchèrent presque. « Devenez-vous fous ?» s'écria l'un d'eux. « Vous voyez-vous tous cités en témoignage à la police correctionnelle? Vous avez oublié l'affaire Garcia, sans doute, et l'autre histoire chez Jenny Fancy. Le bel effet que cela fit dans le public quand on vit je ne sais combien de grands noms mêlés à des noms d'escrocs et de filles. » Rouge naturellement, le baron était devenu cramoisi. « Ainsi, interrompit-il, c'est le respect humain qui vous arrête? Sacrebleu, on devrait bien avoir le courage de ses vices. Regardez-moi. » Célèbre par ses 800 000 livres de rente, par ses propriétés en Bourgogne, par sa passion pour le jeu, ses chevaux et son cuisinier, le baron avait une grande influence. Pourtant, il ne l'emporta pas, et il fut décidé que l'escroc irait se faire pendre ailleurs. « Qu'il rende au moins l'argent, grogna un perdant, qu'il dégorge. Son gain est là, sur la table. »« Croyez cela, fit le baron. Tous ces Grecs vous ont des poches secrètes où ils étouffent leurs bénéfices. Fouillez-le, à tout le moins. C'est cela, fouillons-le. » Écrasé par une catastrophe inouïe, incompréhensible, imméritée, Pascal avait fini par s'abandonner. Il semblait à l'agonie. Ce cri ignoble, « Fouillons-le », alluma en lui une effroyable colère. D'un mouvement formidable des reins et des bras, pareil à un lion qui secourait des roquets pendus à sa peau, il se débarrassa de ceux qui le tenaient. D'un bond, il fut à la cheminée, et saisissant un lourd candélabre de bronze, il le brandit comme une masse en criant « Le premier qui avance est un homme mort !» Il n'y avait pas à en douter, il était prêt à frapper. Et une telle arme entre les mains d'un tel homme devait être terrible. Le danger parut si grand, si pressant, que tous les autres s'arrêtèrent, chacun encourageant son voisin de l'œil, mais nul ne se souciant d'une lutte sans honneur dont le prix ne pouvait être que quelques billets de banque. « Rangez-vous que je sorte, » dit Pascal. On hésita encore, mais on lui fit place. Et, effrayant d'audace et d'énergie, il gagna la porte du salon et disparut. Cette superbe explosion de l'honneur outragé, cette énergie succédant au plus morne abattement, ce mouvement terrible, ces menaces, tout cela avait été si prompt, si foudroyant en quelque sorte, que personne n'avait eu seulement la pensée de couper la retraite à Pascal.
Il avait déjà gagné la rue que les autres n'étaient pas remis de leur stupeur et demeuraient à la même place, immobiles, muets, béants. Ce fut une femme encore qui rompit le charme. « Eh bien, fit-elle d'un ton où perçait l'admiration, il a de l'aplomb, ce joli monsieur. Naturellement, il avait à sauver la caisse. C'était là l'expression même dont s'était servi M. de Coralt et qui, peut-être, avait empêché Pascal de se retirer. Tout le monde applaudit. Tout le monde, sauf le baron, cependant. Il s'y connaissait en escroc, cet homme si riche que sa passion avait traîné dans tous les tripots de l'Europe. Il avait coudoyé les Grecs de tous les étages, ceux qui ont voiture et ceux qui n'ont pas de bottes. Il avait assisté à bien des exécutions. Il connaissait le voleur qui avoue et se roule aux genoux de sa dupe, le tricheur qui avale les billets escroqués, le gredin qui tend le dos au bâton, et le fripon qui lève la tête avec l'accent indigné de l'honnête homme. Mais jamais, à aucun de ces misérables, le baron n'avait vu le fier regard dont cet innocent venait de foudroyer ses accusateurs. Préoccupé de cette remarque, le baron fit signe de s'approcher à celui des joueurs qui avait saisi les poignets de Pascal. « Sérieusement, lui demanda-t-il, avez-vous vu ce malheureux glisser des cartes dans le jeu ? Pour cela, non. Mais vous savez bien ce dont on était convenu au souper. Nous étions sûrs qu'il volait. Il fallait un prétexte pour compter les cartes. S'il n'était pas coupable, pourtant. Qui donc le serait ? Il était le seul à gagner. » À ce terrible argument qui déjà avait écrasé Pascal, le baron ne répondit pas. Aussi bien son intervention devenait nécessaire. On commençait à élever la voix autour du tas d'or et de billets que Pascal avait laissé devant sa place. On l'avait compté, on y avait trouvé 36 320 francs, et il s'agissait de les répartir entre les perdants. C'est à ce sujet qu'on ne s'entendait plus. Parmi ces joueurs, qui tous appartenaient à la haute vie, parmi ces juges qui voulaient l'instant d'avant fouiller un escroc, plusieurs se trouvaient qui, évidemment, enflaient leurs pertes. Cela se voit. En additionnant le nombre des déclarations, on arrivait au total surprenant de 91 000 francs. Le malheureux qu'on venait de chasser avait-il emporté la différence ? Ce n'était pas admissible. La discussion eut donc pris une méchante tournure sans le baron. En matière de jeu, sa décision avait force de loi. Il disait tranquillement « C'est comme cela », et on se soumettait. En moins de rien, il eut terminé le partage, et alors, se frottant les mains, tout heureux de voir terminer cette désagréable affaire, « Il n'est que 6 heures, s'écria-t-il, nous avons encore le temps de faire 2 ou 3 tours. » Mais tous les hommes qui se trouvaient là, pâles et harassés, humiliés et honteux d'eux-mêmes, ne songeaient qu'à se retirer. On s'empressait au vestiaire. « Un écarté, au moins !» criait le baron. « Un simple écarté, 100 louis en 5 points. » À qui affaire ? Nul n'entendit sa voix, et, désespéré, il se résigna à suivre les autres, que madame d'Argelès, debout sur le palier, saluait à la file. Resté des derniers, M. de Coralt avait déjà pris la rampe et descendu 2 ou 3 marches, lorsque madame d'Argelès se pencha vivement vers lui. « Demeurez, dit-elle, il faut que je vous parle. »« Vous m'excuserez, commença-t-il. Elle l'interrompit par un « Restez !» si impérieux qu'il n'osa pas résister. Il remonta de l'air d'un homme qu'on traîne chez le dentiste et, sans un mot, suivit madame d'Argelès jusqu'à un petit boudoir au fond de la galerie. Une fois là, les portes fermées au verrou, « Expliquons-nous, » prononça madame d'Argelès. « C'est vous qui m'avez amené ce soir, monsieur Paul Ferrailleur. »« Hélas, je ne saurais trop vous en demander pardon. Il m'en coûtera cher, peut-être. Je me bats dans 2 heures avec ce petit imbécile de Rochecotte. »« Où l'avez-vous connu ?»« Rochecotte ?» L'éternel sourire de madame d'Argelès avait disparu. « Je parle sérieusement, dit-elle, avec une nuance de menace. Comment avez-vous connu monsieur Ferrailleur ? » Bien simplement. Il y a 7 ou 8 mois, j'ai eu besoin d'un avocat. On me l'a indiqué. Il a joliment plaidé mon affaire et nous avons conservé des relations. Quelle est sa position ? Le visage de M. de Coralt ne trahissait, en vérité, qu'un profond ennui et une grande envie de dormir.
Il s'établit sur un fauteuil, et tout en bâillant à demi, « Ma foi, répondit-il, je l'ignore. Pascal m'avait paru le garçon le plus rangé du monde, ce qu'on appelle un sage. Il demeure au fin fond d'un quartier perdu, derrière le Panthéon, avec sa mère, qui est veuve, une dame bien respectable, toujours vêtue de noir. Quand elle est venue m'ouvrir la porte, la première fois, j'ai cru que c'était un portrait de famille qui s'était dérangé de son cadre pour me recevoir. Je les suppose peu aisés. Pascal passe pour un homme remarquable, et on le croyait appelé à de très grands succès au barreau. Tandis que maintenant, il est perdu. Sa carrière est brisée. Assurément. Vous comprenez qu'avant ce soir, tout Paris connaîtra la scène de cette nuit. Il s'interrompit, examinant d'un air de surprise merveilleusement jouée madame d'Argelès, qui s'avançait vers lui, essayant de l'écraser du regard. « Vous êtes un misérable, monsieur de Coralt !» prononça-t-elle. « Moi ? Et pourquoi, grand Dieu ?»« Parce que c'est vous qui avez glissé parmi les cartes les portées qui ont fait gagner monsieur Ferrailleur. Je vous ai vu. Cédant à mes prières, ce malheureux allait se retirer. C'est vous qui, par votre maladresse calculée, m'avez empêché de le sauver. Oh, ne niez pas. » Il se leva, et du plus beau sang-froid, « Je ne nie rien, chère dame, répondit-il. Absolument rien. De vous à moi, bien entendu. » Confondue de tant d'impudence, madame d'Argelès resta un moment interdite. « Vous avouez, fit-elle enfin, vous osez avouer. Vous ne craignez donc pas que je dise hautement et à tous ce que j'ai vu ?» Il haussa les épaules. « On ne vous croirait pas, fit-il. »« On me croirait, monsieur de Coralt, parce que je donnerais des preuves. Vous avez donc oublié que je vous connais, que votre passé n'a pas de secret pour moi, que je sais qui vous êtes et quel nom déshonoré vous cachez sous votre nom et votre titre d'emprunt. Je puis dire, moi, comment vous vous êtes marié, comment, après avoir lâchement abandonné votre femme et votre enfant, vous les laissez mourir de misère et de faim. Je puis dire d'où vous tirez les 30 ou 40 000 francs que vous dépensez par an. Vous ne vous souvenez donc plus du tout ce que Rose m'a raconté, monsieur Paul. » Elle avait frappé à la bonne place, cette fois, et si juste que monsieur de Coralt devint livide et eut un mouvement furieux comme pour se précipiter sur elle. « Ah ! Prenez garde !» s'écria-t-il. « Prenez garde !» Mais ce ne fut qu'un éclair. Il redevint impassible, et d'un ton de persiflage. « Et après ? Pensez-vous que le monde ne soupçonne pas tout ce que vous prétendez lui révéler ? On m'a, pardieu, accusé de bien d'autres choses. Quand vous aurez bien crié sur les toits que je suis un aventurier, on vous rira au nez, et je n'en serai ni mieux ni plus mal vu. Ce qui écraserait 10 hommes honnêtes comme Pascal Ferrailleur ne m'effleurerait même pas. Je suis dans le mouvement, moi. Il me faut le luxe, le plaisir, la grande vie, tout ce qui est bon et beau. Et dame, pour me procurer tout cela, je fais de mon mieux. Assurément, je ne tire pas mes revenus de ferme en bris, mais j'ai de l'argent, c'est l'essentiel. Ne sommes-nous pas autant des absolutions ? Chacun donne la sienne de crainte d'avoir besoin de celle du voisin. La vie est si dure et l'appétit si grand que nul ne sait au juste, la veille, ce qu'il fera, ou plutôt ce qu'il ne fera pas le lendemain. Enfin, le nombre des gens à mépriser a rendu le mépris impossible. Un Parisien qui aurait l'absurde prétention de ne donner la main qu'à des irréprochables risquerait à certains jours de se promener des heures entières sur le boulevard sans trouver l'occasion de sortir ses mains de ses poches. Mais c'était là forfanterie pure de la part de monsieur de Coralt. Mieux que personne, il savait combien était fragile et menacée la base de sa vie fastueuse, toute de dehors et d'apparence. Assurément, le monde est devenu d'une lamentable indulgence pour les existences douteuses. Le monde ferme les yeux. Il ne sait pas, il ne veut pas savoir. Raison de plus pour se montrer impitoyable dès qu'un fait précis déchire la fiction. Aussi, tout en affichant la plus impudente sécurité, M. de Coralt observait-il d'un œil anxieux l'attitude de madame d'Argelès. Et quand il la vit abasourdie de son cynisme, « Du reste, reprit-il, nous gaspillons notre temps, comme dit le baron,
à nous préoccuper de suppositions improbables et même impossibles. Je connais assez votre cœur et votre intelligence, chère madame, pour être parfaitement sûr que vous ne soufflerez mot. Qui donc m'en empêcherait ? Moi. Et par moi, j'entends la raison qui a glacé la vérité sur vos lèvres quand Pascal, innocent, vous adjurait de venir à son secours. Il faut me pardonner beaucoup, chère madame. Ma mère, malheureusement, était une honnête femme qui ne m'a pas gagné de rente. Madame d'Argelès recula comme si elle eût vu, devant elle, se dresser un reptile. « Que voulez-vous dire ?» balbutia-t-elle. « Eh, vous le savez aussi bien que moi. »« Je ne sais rien. Expliquez-vous. » Il eut le geste impatient de l'homme forcé de répondre à des questions oiseuses et d'un air d'hypocrite commisération. « Vous le voulez, dit-il. Soit. Je connais de par le monde à Paris, rue du Helder, pour être précis, un charmant garçon dont j'ai souvent envié le sort. Rien ne lui a manqué depuis qu'il a pris la peine de naître. À Louis le Grand, il avait pour ses menus plaisirs 3 fois autant d'argent que les plus riches élèves. Ses études terminées, un précepteur l'est venu trouver, les poches pleines d'or, pour le conduire en Italie, en Égypte, en Grèce. En ce moment, il fait son droit, et tous les 3 mois, avec une invariable exactitude, une lettre de Londres lui apporte 5 000 francs. C'est d'autant plus merveilleux que ce garçon ne se connaît ni père ni mère. Il est seul ici-bas, avec ses 20 000 livres de rente. Je l'ai entendu dire en riant que quelque bonne fée veille sur lui, mais je sais que, sérieusement, il se croit le fils naturel de quelque grand seigneur anglais. Parfois même, entre amis, après boire, il parle de se mettre à la recherche de son noble père, le lord. L'effet qu'il produisait devait rassurer M. de Coralt. Madame d'Argelès, dès les premiers mots, s'était laissée tomber, comme assommée, sur une chaise longue. « Donc, chère madame, poursuivit-il, si jamais fantaisie vous prenait de me faire de la peine, j'irai trouver ce charmant garçon. »« Mon bonhomme, lui dirai-je, vous vous abusez singulièrement. Ce n'est pas de la cassette d'un pair d'Angleterre que sortent vos revenus, mais simplement d'une bonne petite cagnotte que je connais bien pour l'avoir à l'occasion engraissée de mes 20 sous. Et s'il se fâchait, s'il regrettait ses illusions aristocratiques, vous avez tort, ajouterai-je, car si le grand seigneur s'évanouit, la bonne fée reste, laquelle n'est autre que madame votre mère, une digne personne, allez, à qui votre éducation et vos rentes donnent bien du tintouin. Et s'il doutait, je le conduirais chez sa maman, par une nuit de baccarat nerveux, et ce serait une scène de reconnaissance digne du talent de Fargueil. Tout autre que M. de Coralt eût eu pitié de madame d'Argelès. Elle agonisait. « Voilà donc ce que je craignais, » gémissait-elle d'une voix à peine intelligible. Lui l'entendit cependant. « Quoi ?» fit-il, du ton le plus surpris. « Véritablement, vous doutiez ? Non, je ne puis l'admettre, ce serait faire injure à votre expérience. Des gens comme nous ont-ils donc besoin de se parler pour s'entendre ? Aurais-je jamais songé à ce que j'ai osé chez vous si je n'avais tenu le secret de vos tendresses maternelles, de votre délicatesse et de votre dévouement ?» Elle pleurait. De grosses larmes silencieuses roulaient le long de son visage immobile, traçant un large sillon sur sa joue à travers la poudre de riz. « Il sait tout, » murmurait-elle. « Il sait tout. » « Oh, bien involontairement, je vous jure. N'aimant point, par caractère, qu'on fourre le nez dans mes affaires, je ne me mêle jamais de celles des autres. Le hasard a tout fait. C'était par une belle après-dînée d'avril. Je venais vous chercher pour faire un tour de bois. J'entre justement dans ce boudoir où nous sommes. Vous étiez en train d'écrire. Je m'assois pour vous laisser finir, mais voilà qu'on vous appelle pour je ne sais quoi de très pressé, et vous sortez précipitamment. Comment l'idée m'est-elle venue de m'approcher de votre table ? C'est ce que je ne m'explique pas. Toujours est-il que je me suis approché et que j'ai lu votre lettre interrompue. Parole d'honneur, elle m'a touché. Et la preuve, c'est que je me la rappelle presque textuellement. Jugez plutôt. « Cher monsieur, écriviez-vous à votre correspondant de Londres,
je vous expédie, outre les 3000 francs du trimestre, 3000 francs de supplément. Faites-les parvenir sans retard. Je crois ce malheureux enfant gêné et tourmenté par les créanciers. Hier, j'ai eu le bonheur de l'apercevoir rue du Helder, et je l'ai trouvé pâle et triste. Depuis ce moment, je ne vis plus. Cependant, en même temps que cet argent, adressez-lui une lettre de paternelle remontrance. Il faut qu'il travaille et songe à se créer une position honorable. Seul, sans appui, sans famille, au milieu de ce Paris si corrompu, quel danger ne court-il pas? Là, chère dame, s'arrêtait votre lettre, mais le nom et l'adresse s'y trouvaient. C'en était assez pour comprendre, c'en était trop, avouez-le, pour ne pas émoustiller ma curiosité. Vous souvient-il de notre attitude à votre retour? En vous apercevant que vous aviez oublié cette lettre commencée, vous avez pâli et m'avez regardé. Avez-vous lu, avez-vous compris, disaient vos yeux. Les miens vous répondirent. Oui, mais je me tairai. Je me tairai de même, dit madame d'Argelès. Monsieur de Coralt lui prit la main qu'il porta à ses lèvres. Je savais bien que nous nous entendrions, fit-il gravement. Je ne suis pas méchant, au fond, croyez-le bien, et si j'avais eu des rentes, ou seulement une mère comme vous, elle détourna la tête, craignant peut-être que monsieur de Coralt ne lût dans ses yeux ce qu'elle pensait de lui. Puis, après une pause, et avec l'accent de la prière, « Maintenant que me voilà votre complice, fit-elle, laissez-moi vous supplier de tout faire pour empêcher la scène de cette nuit de s'ébruiter. Impossible. Si ce n'est pour monsieur Ferrailleur, que ce soit pour sa mère, du moins, cette pauvre femme veuve. Il faut que Pascal disparaisse. Comme vous dites cela, vous le haïssez donc bien. Que vous a-t-il fait? À moi personnellement? Rien. Et même, je me sentais pour lui une véritable sympathie. Madame d'Argelès fut comme pétrifiée. Quoi? Bégaya-t-elle. Ce n'est pas pour votre compte que vous avez agi? Mon Dieu, non. Révoltée, elle se redressa, et d'une voix où vibraient le mépris et l'indignation. Ah, c'est encore plus infâme, s'écria-t-elle. C'est encore plus lâche. Mais elle s'arrêta, épouvantée de l'éclair de menace qui traversa les yeux de monsieur de Coralt. Trêve de vérité désagréable, dit-il froidement. Si nous nous mettons à échanger l'opinion que nous avons l'un de l'autre, nous en arriverons vite à de très vilains mots. Pensez-vous que j'ai agi pour mon plaisir? Jamais je n'ai tant pris sur moi qu'au moment où je glissais sur les cartes des portées préparées. Si on m'eût aperçu, cependant, j'étais perdu. Et vous croyez que personne ne vous soupçonne? Personne. J'ai perdu plus de 100 louis. Si Pascal était de notre monde, on s'inquiéterait peut-être, mais demain il sera oublié. Et lui, ne se doutera-t-il de rien? Il n'aurait pas de preuves à fournir, dans tous les cas. Madame d'Argelès paraissait prendre son parti de ce qui arrivait. « J'espère au moins, dit-elle, que vous me direz qui est l'ami que vous avez obligé. »« Pour cela, non, répondit monsieur de Coralt. Et, consultant sa montre, « Mais je m'oublie, s'écria-t-il. J'oublie que cet idiot de Rochecotte attend son coup d'épée. Allez dormir, chère dame, et au revoir. » Elle l'accompagna jusque sur le palier. « Il est clair, pensait-elle, qu'il va courir chez l'ennemi de monsieur Ferrailleur. » Et, appelant son domestique de confiance, « Vite, Jobin, lui dit-elle, suivez monsieur de Coralt, je veux savoir où il va, et surtout, prenez garde qu'il ne vous voie. » Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, merci de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner ou partager. À bientôt pour la suite.